député et ancien ambassadeur à l'UNESCO. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Ning. Merci d'être avec nous. Alors, quelle signification donnez-vous à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Sénégal? D'abord du point de vue de son déroulement. Vous me permettrez avant tout d'évoquer un peu le contexte dans lequel s'est déroulé ce scrutin. Il y a deux facteurs qui expliquaient l'importance qu'accordait l'extérieur à ce scrutin. Il y avait le contexte régional pesant, avec des États voisins qui connaissent des crises profondes et qui pouvaient se répercuter sur le Sénégal en cas de déstabilisation. Il y a la situation du Mali que l'on connaît à l'heure actuelle, la situation de la Mauritanie qui n'est pas très stable, la situation de la Guinée-Bissau qui est aussi un peu préoccupante, et de la Guinée. Et donc, il fallait sauver coûte que coûte le Sénégal ou veiller à ce que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions. Le deuxième facteur, c'était la contestation qu'il y avait sur la candidature du président sortant. Et cette contestation avait pris une dimension même, disons, internationale, parce que les acteurs politiques l'avaient internationalisé. Et il y avait des menaces réelles. C'est ce qui explique que les observateurs étrangers étaient en nombre impressionnant. Et au final, le scrutin s'est bien déroulé à la surprise générale. Oui. Mais cette surprise, moi, ne m'a pas étonné. Oui. Parce que ça s'explique d'abord par ce code électoral de 92 qui est un véritable code révolutionnaire, qui a marqué une rupture totale par rapport au code antérieur. Et moi, j'y ai travaillé sous l'autorité du président du feu Kéba Mbaye, et j'ai mesuré à sa juste mesure l'importance des innovations qui ont été apportées à ce code. Oui. Et contrairement à ce qu'on dit, ce code apporte les meilleures garanties d'un scrutin transparent. Et ça s'est vérifié au final. Oui. Et en dehors de ce code, il y a eu la presse qui a joué son rôle, c'est-à-dire, ce n'est pas la presse qui fait l'élection, mais qui a été d'un support notable en donnant les résultats bureau de vote par bureau de vote. Très bien. Il y a quand même, sous un autre angle, une chose assez intéressante dans ce scrutin, du point de vue du président même élu. Selon vous, comment un homme dont le parti est encore en construction est arrivé à en être plébiscité devant des leaders politiques dont les formations politiques, justement, sont vieilles de plusieurs décennies? Comment cela dénote quoi, à votre avis? Votre question comporte deux volets. Oui. Le premier volet, c'est le volet de l'abstention. C'est préoccupant parce qu'il y a 45% d'abstention quand même. Parce que c'est 55%, je crois en 2000, il y avait un peu plus de 80% de participation. Et c'était le problème, je crois, de l'offre politique. L'offre politique, les candidats étaient multiples. Et les Sénégalais ne se retrouvaient pas dans ces candidats. Au final, si le parti, l'APR, qui il y a que, je crois, 4 ans d'existence, a pu rafler ce scrutin de manière très large, cela dénote une crise certaine des autres partis politiques présents dans le jeu politique au Sénégal. Parce qu'on se demande comment se fait-il qu'un parti qui a 4 ans d'âge peut à ce point non seulement battre le président sortant, doubler même son score, et même doubler aussi le score des deux formations, de deux coalitions qui avaient à leur tête le Parti socialiste, qui est un parti traditionnel, et un parti qui est ancré dans la vie sénégalaise,
Et l'AFP, qui est né de la scission de Moustapha Niasse du Parti socialiste, qui est un parti beaucoup plus jeune encore. Mais ce sont des personnalités qui étaient connues et il y avait des coalitions. Et ce problème-là pose un problème majeur du système politique sénégalais. Et il va falloir y réfléchir. Parce que plus de 100 partis, un jeune parti peut au final avoir 65%. Oui, sauf préciser qu'il est parti quand même en coalition. Il est parti en coalition, mais si vous lisez bien, analysez bien ce scrutin, la jeunesse de ce parti, la scission de ce... Enfin, c'est pas la scission, c'est-à-dire la provenance de celui qui a au final été élu du PDS. On voit que c'est le PDS qui a battu finalement le PDS. C'est-à-dire que je pense que Macky est parti avec un tiers à peu près du parti du PDS avec l'APR. Je pense fondamentalement que c'est sa base électorale. Et au deuxième tour, il y a eu certes l'apport des autres coalitions, mais au final on s'est rendu compte qu'il y a 140 000 voix de plus que cet apport, qui ne pouvait provenir que de la défection de l'électorat du PDS. Et donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est que le PDS, on se rend compte que le PDS dominait la vie politique. Et que c'est ce PDS qui s'est effrité. Et qui s'est scindé en deux et qui est allé vers Macky. Parce que autrement, ça ne peut pas s'expliquer de manière rationnelle. D'accord. Alors, concernant maintenant le président sortant, on a assisté, vous le rappeliez tout à l'heure, en analysant le déroulement du contexte, ce rapport de force qu'il y a eu autour de ce mandat, de ce troisième mandat sollicité par le président sortant. Alors, en définitive, vous dites donc, comme la majorité d'ailleurs des observateurs, que ce mandat-là sollicité était de trop. Ben, mais il était de trop, si vous voulez, c'est une question de fait. Mais il y avait deux questions pour ce mandat. Est-ce que ce mandat était valide du point de vue de la Constitution? Est-ce que du point de vue politique, est-ce que ce mandat n'était pas un mandat sollicité, un mandat de trop? Est-ce qu'on s'est rendu compte que ce mandat était de trop? Très bien. Il a été largement battu, et battu d'une manière incroyable, parce que avoir 34% des voix, alors que celui qu'il tient pour son élève a plus de 65%, c'est plus qu'un échec. Il y a l'autre volet, le volet, est-ce que ce mandat était valide? C'est ça qui a fait l'objet de tous ces dérives qu'on a connues pendant la période électorale. Si vous vous souvenez, moi j'avais écrit sur le sujet un an avant l'élection, quand la question avait été évoquée, et ça partait dans tous les sens. J'avais fait un article, je vous le résume en gros, s'il se présente, sa candidature sera validée. Parce que ce n'est pas contraire à la Constitution. Mais, je disais de notre côté, mais il faut que les partis s'occupent réellement de cette élection. Parce que j'avais fondamentalement le sentiment que Abdoulaye Wade allait perdre cette élection. Allait perdre cette élection, mais il y avait la crainte de beaucoup de partis qu'on ne pouvait pas battre Abdoulaye Wade par un scrutin. Et c'est une crainte réelle. Quand vous discutez avec eux, ils vous le confient. Mais Macky, lui, savait qu'il pouvait le battre parce qu'il connaissait la réalité du terrain. Donc pour vous, le débat était moins juridique que politique? Le débat était moins juridique, c'est pourquoi on a vraiment traité de manière très injuste les juges constitutionnels, les membres du Conseil constitutionnel. Parce que
Il y a eu beaucoup de dérives sur le plan juridique, des explications qui étaient beaucoup plus des théories qui étaient forgées plus ou moins en dehors des textes ou à côté des textes. Mais les textes étaient clairs. Justement, on ouvre une parenthèse. C'est vrai que c'est un débat qui est derrière nous, mais puisque vous-même vous étiez au cœur du débat, dites-nous sur quoi vous fondiez cette thèse-là de la validité. Pourquoi vous aviez validé, vous, cette candidature du président Wade? Je vais vous demander une chose, de prendre votre constitution. Et on va lire les deux textes qui sont en cause. Prenez l'article 27, lisez-moi l'article, s'il vous plaît. Rapidement, oui. La durée du mandat du président de la République est de 7 ans. Et de 5 ans. Et de 5 ans. 5 ans. Oui, c'était l'ancienne, avant que ça ne soit très bien. La présente modification ne s'applique pas. Le mandat est renouvelable une seule fois. Oui. C'est ça qui était dans la Constitution. Voilà. C'est ça qui était querellé. Oui. Mais cette disposition-là contient deux règles. On est en 2001. Cela veut dire, la première règle, désormais, à partir de 2001, le mandat du président de la République est de 5 ans. Il était de 7 ans en 2000. Deuxième règle, tout président qui aura fait un mandat de 5 ans ne pourra renouveler ce mandat qu'une seule fois. Voilà ce que dit, c'est la structure même de la règle. Tout président qui aura fait 5 ans, c'est la condition de la règle. Quelle est la conséquence? Il ne pourra le renouveler qu'une fois. Troisième règle implicite, s'il a fait la renouveler une fois, il ne pourra pas se représenter, c'est-à-dire il y aura un cas d'inéligibilité. C'était implicite. Donc, on doit se demander, est-ce que dans la règle, si tout président qui aura fait 5 ans contient la condition posée, est-ce qu'un président qui a fait un mandat de 7 ans entre dans le champ d'application de cette règle, oui ou non? Et vous dites non, c'est clair, c'est ce que dit d'ailleurs le Conseil constitutionnel. Il ne rentre pas dans la condition posée par la règle. Et on se demande, bon, on dit oui, mais il y a un autre article, l'article 104, qui vous dit le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. Mais ça, c'est pas écrit de manière juridique d'ailleurs. Cela veut dire que le président en fonction n'est pas concerné par la nouvelle règle du mandat de 5 ans renouvelable simplement 1 an. Autrement dit, la règle de l'article 24 n'est pas applicable au mandat du président en cours. Voilà ce que cela dit. Et c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. D'accord. Donc finalement, votre conviction à l'époque, c'était que cette candidature-là pouvait être validée, mais que peut-être le combat devait être mené sur le terrain politique. Exactement. Je voulais que les gens... Parce qu'il y avait deux choses. Il y avait une perte de temps, une grosse perte de temps dans la recherche d'une candidature unique. De 2007 jusqu'à la veille, au lieu de se rendre compte que c'était impossible, il fallait mettre un terme 1 an avant. Parce que l'élection présidentielle, ça se prépare sur un long terme. Et puis, il y avait cette prolongation de ce débat. J'avais averti, occupez-vous de ça et laissez tomber. Vous pouviez dire que c'est un mandat de trop. D'ailleurs, vous vous rendez compte que les États-Unis, la France, les autres n'ont pas dit autre chose. Ils ont leurs juristes. Ils ont leurs juristes. Les diplomates qui sont sur la place ont leurs juristes. Ils n'ont jamais dit que ce n'était pas valide. Ils ont dit que c'était de trop. C'est de trop. Et c'est ce que je disais. Je ne disais pas autre chose. Il allait... Et moi, je voulais qu'on montre à Abdoulaye Wade qu'il pouvait être battu par la voie des urnes. Parce que tant qu'on ne l'aurait pas fait, il aurait toujours dit, voilà, on ne m'a pas battu par les urnes,
et ça aurait amené des problèmes. Très bien. Maintenant, à ma place, on vous demanderait certainement on vous demanderait pourquoi vous n'avez pas fait cet éclairage-là juridique pour peut-être... Non, mais j'ai écrit un article. Oui, qui a été peut-être que l'article était un peu compliqué. Mais c'était très clair pour les juristes. Moi, je pensais que c'était un débat entre juristes. Mais à partir du moment où j'ai su que c'était un problème qui était politisé, trop. Moi, je suis un universitaire. Je n'entre pas dans la politisation du droit. J'ai tout un background qui ne me permet pas de faire ça. D'accord. Alors, je me suis tu. Je me suis tu, je ne vais pas ajouter à la cacophonie d'autres sons qui feraient en sorte que, on va dire, mais il y en a qui m'ont soupçonné plus ou moins, ils ne l'ont pas dit ouvertement. Mais Kader, est-ce qu'il est pour le président sortant? Et c'est mal connaître ce que j'ai dû subir sous le régime d'Abdoulaye Wade à 2 reprises. Moi, il a mis un terme comme ça à mes fonctions de recteur au bout de 2 ans, sans justification. Oui. Je connais les raisons, mais sans justification. D'accord. Donc aussi, quand j'étais ambassadeur, au bout de 2 ans, alors que j'étais nommé pour 5 ans. Donc, je n'avais pas sur le plan personnel de raison, mais si je tenais compte simplement de mes raisons personnelles, j'aurais dit non, il ne peut pas se présenter. D'accord. Mais non, mais je dis, il ne peut pas se présenter. Mais occupez-vous des élections et vous verrez. Très bien. Alors, c'est un débat quand même qui a révélé des failles dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Des failles que vous mettez dans quel registre? C'est un problème d'interprétation, de rédaction? Qu'est-ce qui s'est posé là? Quand vous disiez cette Constitution, il y a 2 séries de problèmes. Il y a des problèmes strictement de conception du droit. La Constitution, c'est du droit. Il ne faut pas que les gens dérivent dans autre chose. Il faut maîtriser les techniques. Il y a un problème d'écriture. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire un texte. Il y a ce qu'on appelle une discipline nouvelle que l'on appelle légistique. C'est l'art de faire la loi. C'est une discipline qui est bien développée dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, etc., mais qui n'est pas enseignée dans nos facultés. Il y a un art de faire les textes. Et ça se sent sur ces textes-là. Il y a un art de faire les textes. Il faut les faire. On ne fait pas un texte juridique comme on parle. Il y a un langage juridique. Il y a des concepts juridiques. Il y a tout. Mais si je prends, par exemple, sur le plan simplement de la conception, bon, il est marqué, je crois, quelque part, droit de marché. Mais droit de marché, ça, c'est pas un concept juridique. Parce que ça existe, c'est le droit de manifester publiquement son opinion. Il y a aussi, j'ai constaté qu'on dit la femme a le droit d'avoir une propriété privée. Mais ça, il n'y a aucune disposition qui était contre. Donc, résultat, la Constitution est mal rédigée. Il y a des maladresses de rédaction. Ça, c'est sûr, parce que là, tout ce débat, c'était des maladresses de rédaction. D'accord. Ouais. Il y avait des maladresses. Mais il y a un problème de fond. C'est que quand Macky Sall le dit, si je suis élu pour 7 ans, je vais réduire mon mandat à 5 ans et je vais me l'appliquer. Il a vu juste. Je vais me l'appliquer. C'est-à-dire que c'est lui qui donne mandat à ceux qui vont rédiger de dire le mandat est de 5 ans et ce mandat est applicable au mandat du président en exercice. Et là, il règle le problème? Mais c'est comme ça qu'on fait. Si Abdoulaye Wade avait dit je m'applique les 5 ans, on n'aurait pas eu ce débat. Mais ce n'est pas les rédacteurs. C'est un problème de fond. Ce n'est pas des rédacteurs, c'est un problème politique. Ce n'est pas à un rédacteur de prendre sur lui de dire cela. Il faut que le mandat qu'il reçoit
pour rédiger le texte, soit explicite sur la question. Et moi, j'attends qu'on me montre que dans leur mandat pour faire la Constitution, il y avait mandat, ils avaient reçu mandat explicite de l'écrit. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Donc en 2001, Abdoulaye Wade avait la possibilité de régler le problème. Ben, moi, je vous dis comment ça se passe dans une Constitution. Quand il y a un initiateur, le président de la République, il initie, il charge une commission de faire une Constitution. Bon, mais cette commission de techniciens reçoit un mandat sur certaines questions de régler dans tel ou tel sens. Mais c'est aux techniciens maintenant de trouver les techniques pour rendre conforme le texte à ce qui avait été demandé. Très bien. Mais il y a deux choses différentes. Quel mandat ai-je reçu quand je fais le texte? Quel mandat? Si ça posait question, parce qu'il y avait une coalition à l'époque, il fallait que la coalition demande à Abdoulaye Wade. L'ont-ils fait? Je n'en sais rien. Je sais que le texte a été soumis au référendum, ça a été voté par tout le monde. Il n'y a jamais eu de protestation. On n'a jamais évoqué cette question, même en 2007. Et quand Abdoulaye Wade dit qu'il a verrouillé le nombre de mandats, mais ça c'est faux. Ce n'était pas le nombre de mandats qui était verrouillé. C'était la possibilité de changer la durée du mandat. D'accord. Or, il l'a fait en 2007, parce que ça ne pouvait être fait que par référendum. Très bien. Quand Macky dit qu'il va faire 5 ans, il va rétablir la légalité constitutionnelle. Et il n'aura pas de problème... Mais non, il va rétablir, il va demander, il va rétablir, il va faire 5 ans. Parce que ça devrait être 5 ans, normalement. Oui. Parce que la modification de 2007 n'a pas observé la procédure de révision. Ça ne pouvait être révisé que par référendum, la durée. C'est la durée, simplement. Ce n'est pas le nombre. Voilà. Et ici, ça ne peut être révisé que... Oui, mais il a dit qu'il va donner, je ne sais pas comment il va faire, mais bon, il donne à des techniciens pour le faire. S'il amende simplement la Constitution, on peut l'amender facilement et on le présente devant l'Assemblée nationale. Ok. Alors, la justice constitutionnelle était également au cœur du débat. Pour la rendre plus crédible, des réformes sont annoncées par le président Macky Sall lui-même en vue de changer un peu le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y en a qui vous disent, maintenant, pour ne plus avoir ces problèmes, il faut avoir une cour constitutionnelle. Bon, il y en a qui vous disent, non, le Conseil, ça suffit. C'est les modes de désignation. Bon, moi, je suis très prudent parce que je connais les institutions. Les institutions, ça ne vient pas comme ça. C'est l'histoire qui explique pourquoi aux États-Unis, la constitutionnalité des lois est vérifiée d'abord par le juge ordinaire jusqu'à la Cour suprême. C'est l'histoire qui explique pourquoi en Europe, il y a ce qu'on appelle le modèle autrichien de cour constitutionnelle. C'est l'histoire qui a expliqué pourquoi en France, il y a eu un conseil constitutionnel en 1958. C'est l'histoire qui explique également pourquoi ici, il y a eu un conseil constitutionnel en 1992. Et moi, je ne suis pas partisan de changer tout le temps les institutions comme ça. Oui. Hein? On peut, s'il y a des dysfonctionnements, voir quels sont les dysfonctionnements et les corriger. Mais changer tout le temps, c'est la pratique d'Abdoulaye Wade. Il avait supprimé le Sénat, il avait ramené le Sénat, il avait supprimé le Conseil économique et social, il a créé le CRAES, il a revenu. Mais tout ça, les gens lui en ont voulu. Oui. Et pour vous, il faut être prudent? Il faut être prudent dans toute réforme qui mettrait en cause les institutions. Et même la Constitution. Moi, je pense que cette Constitution, d'ailleurs, qui est nouvelle,
de 2001 n'avait pas lieu d'être. Il aurait pu simplement amender l'ancienne constitution sur certains points. Ça aurait suffi. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de nouvelle république. Très bien. Mais pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel, vous êtes pour son maintien avec peut-être des réformes et non... Mais oui, mais pour le Conseil constitutionnel, s'ils veulent maintenant désigner autrement ou d'autres procédures, les membres, ça, je ne vois aucun inconvénient. Mais il faut simplement faire attention dans ce qu'on fait. Très bien. Il faut faire attention dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces questions-là et qui n'ont pas de fondement convaincant. Très bien. Alors, Macky Sall, un président bien élu, 65,80%, mais qui va devoir gouverner avec ses alliés. En perspective d'ailleurs des législatives, il y a une idée de liste commune qui est agitée. Alors, quelles peuvent être les conséquences dans le fonctionnement même du pouvoir, dans la gestion du pouvoir? Il y a deux questions, moi, que votre question appelle. Vous me direz, vous faites toujours le balancement. Non, mais c'est normal. C'est l'enseignant qui perçoit les questions. Oui. Il y a le problème du système politique sénégalais. Il y a trop de partis. Or, il y a une loi qui règle ce problème-là. On va y revenir tout à l'heure. Ce problème de liste commune entre des socialistes, ceux qui viennent du Parti socialiste, de l'AFP, des autres, de la LD, de tout ça, moi, ça me pose problème pour le futur. Parce que, ça va faire des mécontents dans tous ces partis, à l'APR, dans le Parti socialiste. Parce que la liste commune, c'est restreint, il faut choisir les gens qui sont sur la liste nationale et les départementales. Comment ils vont faire? Deuxièmement, on risque d'avoir un Parlement monocolore. Dans quelle mesure ça rend service à la démocratie? Je ne le crois pas que ça rende service à la démocratie. Parce qu'on ne peut pas être partisan d'un régime parlementaire que moi, pour moi, ne peut pas s'implanter au Sénégal. Et en plus, venir faire bloc dans le Parlement avec des vues communes sur toutes les questions majeures que l'Assemblée nationale va traiter. Parce que s'ils font liste commune, ils seront majoritaires et ils ne pourront pas faire autre chose que ce qui est décidé par l'exécutif. Donc, le reflet, avoir une assemblée pour une première fois, où il y aurait des socialistes, il y aurait des gens de l'AFP, de la LD, etc., aurait été beaucoup plus profitable pour la démocratie, pour les discussions sur les projets de loi, les projets de texte, qu'avoir encore cette coalition qui ne me semble pas très homogène. C'est pas parce que on a soutenu quelqu'un à l'élection présidentielle qu'il faille obligatoirement faire pour les législatives la même chose. Je ne sais pas, parce que cette situation-ci, ça s'avère exact, parce que, avec beaucoup de réserves. Parce qu'on vous dit non, ce sont des hypothèses de travail. Bon, avec beaucoup de réserves. Ça va impliquer l'idée qui était avancée à l'époque, en 2000, d'une sorte de commandement politique au sommet. C'est-à-dire qu'il y aurait... le régime présidentiel, c'est un président qui a été élu et qui définit la politique de la nation. Maintenant, s'il est dans cette alliance, ses alliés risquent de lui dire, mais les questions majeures doivent être traitées en commun. Quelle sera sa marge de liberté par rapport à ça?
ça posera des problèmes. Si, encore une fois, c'est la réalité dont on parle. D'accord. Et non pas des hypothèses. En tout cas, l'idée est en discussion. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le système politique maintenant dans ce contexte-là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par rapport à... Non, parce qu'il y a une loi, c'est la loi 81-17 du 6 mai 81 relative aux partis politiques modifiés, qui n'a jamais été appliquée. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que tous ces partis politiques ne servent qu'à une chose, que pendant les élections, on fait des alliances pour partager, pour être dans le partage du gâteau. Mais un parti politique, sa vocation, on s'est rendu compte que les partis politiques ne répondent plus à leur vocation de formation des militants. On le voit. Et si on avait bien formé les militants, si on avait formé les citoyens, les éduqués, on les aurait amenés à participer massivement au vote. Parce qu'il y avait des coalitions de tous les partis. Oui. Mais il y a quand même ce taux d'abstention qui pose problème. Et ces partis politiques, il y a dans cette loi des dispositions qui permettent de vérifier ce que font les partis politiques. Par exemple, on dit que, outre les formalités pour fonctionnement, les partis politiques sont tenus de déclarer toute modification apportée à leur statut. Oui. Le ministère de l'Intérieur refuse toute modification non conforme aux obligations. Ils sont tenus de déclarer chaque année, au plus tard, dans les 8 jours qui suivent la date anniversaire du récépissé de leur statut, les prénoms, noms, profession, domicile de ceux qui sont chargés de son administration. De déposer chaque année au plus tard, le 31 janvier, le compte financier de l'exercice écoulé. Ce compte doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie d'autres ressources que de celles provenant des cotisations, dons et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l'occasion des manifestations. Un décret précise les pièces comptables, etc. Oui. C'est-à-dire que ça, si on l'applique réellement et qu'on les contrôle comme ça, on pourrait mettre en place un système de financement des partis politiques qui répondent à ces critères de fonctionnement. Mais maintenant, bon, moi, ce que je redoute, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des lobbies puissants qui sont derrière les partis politiques. Peut-être pas les partis, parce qu'il y a des membres qui ne connaissent, qui ne savent pas ce qui se passe. Au moins des dirigeants qui savent d'où viennent, parce que on a depuis 2000 une flambée de l'argent qui s'écoule à l'occasion de ces élections. Si vous n'avez pas des milliards, vous ne pouvez plus participer. D'où viennent ces milliards? Vous êtes en train de dire que l'argent est un critère maintenant déterminant. Mais il faut faire attention, parce que les lobbies qui vous donnent, c'est en contrepartie de quelque chose. C'est pourquoi ce texte me paraît fondamental, et son application. Et il faut prendre peut-être les décrets d'application de ces textes. Très bien. Et maintenant, envisager comment financer les partis politiques. Et ça dégagera le décor, et beaucoup de partis vont disparaître. Parce qu'il y a prévu dans ces dispositions qu'on peut retirer des récépissés s'ils ne répondent pas à ces critères. D'accord. Ça, ce sont des réformes peut-être... ça, c'est pas une réforme, ça c'est simplement ça existe déjà. Ça, la loi existe. Okay. Il faut le mettre à jour, prévoir les décrets d'application et les appliquer. D'accord. Et l'appliquer. Voilà. Alors, il y a aussi il est question d'un système de gouvernement adossé aux conclusions des assises nationales. Alors, sur la base, vous, de ce que vous savez de ces assises-là, jusqu'où ça peut aller, effectivement? Mais ça, c'est un problème fondamental, je crois, qui a été évoqué par M. Mbouch, je crois, qui préside aux destinées du Forum civil. Oui. Et il a parfaitement raison, parce que je ne le connais pas, mais c'est un homme qui pose de bonnes questions et soulève de très bonnes questions.
Parce qu'il y a un glissement sémantique. Moi, j'entends parler depuis que je suis... Moi, je n'étais pas là pendant les assises nationales. J'étais en fonction à l'extérieur. Et donc, je ne connaissais pas les conclusions. Mais on évoque maintenant l'idée de peuple des assises. Moi, je pensais que les assises servent à faire l'état des lieux et à projeter des solutions. Bon. Non, il semblerait qu'il y ait tout un programme des assises qui ne demande qu'à être appliqué dans un gouvernement qui serait peuplé par des fractions de ce peuple des assises. Si être peuple des assises, c'est avoir participé, moi je n'ai pas participé, je n'étais pas là, je vous l'avoue. Si aussi peuple veut dire qu'on revient à l'idée de Benno, qui a éclaté, parce que Benno a éclaté, il ne faut pas se faire d'illusions. Et je pense que tout ce qui est dit et fait, c'est pour retrouver ce Benno sous d'autres formes. Oui. Et quand j'ai pris, moi j'ai pris la charte de gouvernance démocratique. Et ça, cette charte me pose vraiment des problèmes. Parce que je me demande, en lisant cette charte, d'abord, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes de forme. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont participé. Je ne les connais pas tous à ces assises. Mais je vois mal dans ce que je lis, ce qui pourrait être décliné en termes de mesures gouvernementales. Oui. Par exemple, prenons bâtir une éthique du bien commun, une culture civique, une nouvelle citoyenneté qui renforce les valeurs et comportements vertueux de la part de tous et d'abord des dirigeants. Je ne sais pas comment on fait. Institution. Bon, à cet effet, la Constitution doit être connue du peuple. C'est pourquoi elle doit avoir des versions en langue nationale. C'est bien. Pour garantir sa nécessaire, doit indiquer clairement les domaines qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Bon. Identifier le domaine de révision subi obligatoire, définir le domaine de compétence, etc. Mettre un terme. Le président de la République sera dorénavant passible de poursuites judiciaires pour crimes et délits caractérisés commis dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'était évident, qui ne sont pas liés quand un président tue son gardien, ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, je ne crois pas. Il ne doit pas être chef de parti, ni même... Voilà, ça je connais ça. Parce que j'étais le premier à soulever ce problème à l'époque, sous Diouf. J'avais dit que la Constitution de 63, il y avait un article, je ne sais plus, c'est de 9 ou non, interdisait le cumul des fonctions de président de la République et de secrétaire général d'un parti politique. Ça a été discuté, et ça avait évolué. Et Abdou Diouf lui-même avait accepté, en 92, de se mettre un peu en retrait pour n'être que le président du parti, en attendant. Il y avait l'évolution qui s'est dessinée, et c'est Abdoulaye Wade qui a fait remettre l'idée, non pas la disposition qui existait, mais dire il peut être secrétaire national ou je ne sais pas quoi d'un parti politique. Mais ça, bon, le problème c'est qu'il y a une chose. Oui. Avec la complexité des problèmes du Sénégal, il faut que le chef de l'État se rende compte qu'il ne peut pas résoudre les conflits et les contradictions de son propre parti, s'en occuper au jour le jour et s'occuper de la marche de l'État. C'est un des facteurs qui a fait que Abdoulaye Wade aussi a flanché. Oui. Parce qu'il pouvait pas, il y avait tout le temps des contradictions dans son parti et ensuite des contradictions dans l'État. Oui. Et là, c'est un problème non seulement institutionnel, parce que être président, c'est être président de tout le monde,
vous ne trouvez pas cette disposition d'interdiction dans la Constitution française parce que ça va de on estime que le président qui est élu, d'ailleurs, il n'est pas élu d'un parti. Et les partis parrainent. Les partis parrainent les candidats. Mais les partis ne compétissent pas dans l'élection présidentielle. C'est voilà l'esprit de l'élection présidentielle. C'est le peuple qui élit un président. Mais c'est le président maintenant qui doit choisir avec qui il va gouverner. Il peut le faire sur le plan politique en disant je peux choisir des hommes qui m'ont soutenu. Très bien. Je peux faire de manière plus large. Mais si on revient sur cela, dans la charte elle-même, bon, peut-être que je me trompe, mais il trouvait des mesures, des dispositions qu'on peut décliner en mesures vides, parce qu'on a un problème de l'enseignement. Un problème des prix, de l'inflation, un problème macroéconomique. Il faut que le déficit budgétaire soit comblé. Il y a tout ça. C'est pas contenu dans les non, mais on ne peut pas prévoir parce que ce sont des questions qui arrivent avec le contexte économique et il faut faire face. Très bien. Parce que les prix évoluent, tout évolue et il faut faire face. Très bien. Et on m'a dit qu'il y a un projet de constitution qui est toute prête. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne peux pas en parler. Mais moi, ce que j'ai dit, il faut être prudent dans ces changements répétitifs de constitution. Très bien. On peut amender les constitutions qui existent en y mettant ce qui manque, simplement limiter les pouvoirs du président et mettre des garde-fous. On ne peut pas trop. Et ne pas chambouler. Mais ça, on a chamboulé en 2001. Ça a servi à quoi? Alors, venons-en maintenant à la lecture. On a chamboulé, on n'a pas tout ça chamboulé. Lecture maintenant au plan social. Vous le savez, le président élu lui-même l'a dit, hein, les attentes sont immenses. Et parmi les plus urgentes, la baisse des prix des denrées. Comment voyez-vous cette promesse face au contexte actuel? Mais ça, c'est un problème politique parce que moi, vous savez, j'ai une philosophie de la vie, c'est de me garder, de faire des promesses que je ne peux pas tenir. Bon, mais dans les campagnes, vous allez en France, aux États-Unis, tous les candidats font des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Mais ça, c'est un problème, je crois que le candidat Macky Sall, je parle du candidat. Oui. Aujourd'hui, il l'a dit en tant que candidat. Il n'a pas dit en tant que président. Que la baisse des prix, ça concerne les prix des denrées alimentaires, le riz, etc. C'est un problème qui est lié au contexte international. Parce que si on a une liberté des prix des denrées depuis 1989 pour le riz, et il y a des dispositions légales qui existent qui interdisent maintenant à l'État de faire des prix administrés. Si vous voulez maintenant, parce qu'il y a des importateurs qui importent le riz avec des devises au prix international, avec le fret, etc., avec leurs coûts, si un État décide, pour des raisons sociales, de baisser et d'alléger la souffrance des populations, il faut que cet État ait les capacités financières de pouvoir subventionner ces denrées. Oui. A-t-on, avec le budget que nous avons, les ressources que nous avons, les moyens de le faire? Mais c'est à eux de le dire. Oui, mais dans les discours, on relève quand même cette idée de baisse drastique du coût du train de vie de l'État pour peut-être espérer avoir les moyens de faire face effectivement à cette situation. Ouais, attendez, c'est possible parce que moi, le train de vie de l'État, c'est pas compris de la même manière par tout le monde. Par exemple, quand on dit en France le train de vie de l'État, c'est que ce sont les dépenses que l'État fait en personnel,
de l'éducation, de ceci, cela. On dit qu'il faut baisser les charges. Et ça se joue sur des masses. Si maintenant c'est réduire le nombre de voitures, est-ce que ça le nombre d'institutions budgétivores? C'est possible. Oui. C'est à eux de faire les calculs. Moi, je suis pas, je ne peux pas faire les calculs. Mais j'observe simplement qu'en 2007, le problème s'était posé parce qu'il y avait une flambée des prix au niveau international. Et c'était à l'époque le président du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, qui avait décidé de donner l'autorisation à tous les pays africains et des pays en voie de développement de subventionner. Parce qu'il y a au FMI un fonds qui est le fonds de facilité pour faire face aux chocs exogènes. C'est-à-dire que vous tirez des ressources pour subventionner, pour faire face. Mais vous devez rembourser ça. Et cette facilité existe. Est-ce que c'est là qu'on va puiser? On peut puiser là-bas. Mais quand on n'a pas bouclé le budget, c'est-à-dire pour faire toutes les dépenses, on peut réduire un certain nombre de dépenses qui sont inutiles. Est-ce que ça fera le compte? Il faut le voir. Mais je crois qu'il faut être en possession de tous les documents du ministère des Finances pour avoir une vue exacte des choses. C'est demandé par les populations, on leur a promis ça. Il faut chercher les moyens de le faire. Très bien. Autre urgence, l'enseignement. Il faudra notamment sauver l'année en cours. La solution passe par quoi, selon vous? Mais vous savez, le problème de l'enseignement, c'est un problème complexe parce qu'il est récurrent dans l'enseignement secondaire et à l'université. Et chaque année depuis 2000, avant, il y avait des grèves, mais on connaît les raisons. Parce que Abdou Diouf, malheureusement, a connu une période de 20 ans d'ajustement structurel. 20 ans d'ajustement structurel. Ça veut dire que vous n'aviez pas les moyens, vous n'aviez aucun moyen. Tous les moyens que nous avions, c'est les bailleurs de fonds qui vous les donnaient. Très bien. On vous prête en vous disant vous devez affecter cet argent à telle ou telle dépense et vous êtes surveillé. Bon, après, à 2000, c'était la fin de l'ajustement, on pouvait souffler et il y a eu même des soldes budgétaires positifs. C'est l'époque où Maître Abdoulaye Wade disait on a trop d'argent. Et Abdoulaye Wade n'avait pas d'excuse, c'est ce que vous voulez dire? Non, le problème, il a cru que c'était simplement, donner des bourses à tous les étudiants. Ça, c'était une erreur fondamentale. Du point de vue social, éthique et tout. On ne peut pas donner des bourses à tous les étudiants. On s'est aperçu que ce n'était pas faisable. Et puis, deuxièmement, augmenter tout le temps les salaires. Si moi, l'université que je connais, quand j'ai pris en charge l'université, mais il y avait des déficits partout. Partout. Parce que le budget qu'on vous donne, il n'y a pas de budget ni d'investissement, ni une part pour la recherche. Les 99% de l'allocation, c'était dans des salaires, des heures complémentaires. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on voit le problème de l'enseignement. Parce que je pense qu'il y a une crise des syndicats, une crise des partis politiques, une crise de la vocation d'enseignants. Et les élèves aussi, qui sont nombreux, en font des frais. Et je pense que ça, c'est le problème le plus explosif qu'on aura très bientôt. J'ai vu les élèves hier défiler et dire que nous allons décréter l'année blanche. Parce que pendant 5 mois, on a frappé les portes de tous les politiciens, de tous les enseignants. Personne ne nous a répondu. Moi, ça m'avait choqué parce que je disais tout le temps, il faut que quelqu'un, une autorité dise, il faut qu'on cesse les grèves et voir comment les différer et pour voir comment... Parce qu'un syndicat n'a pas pour vocation de mettre en cause l'institution qui le nourrit
Et il a eu pour fonction de former et les élèves, les étudiants. Moi, je les comprends parfaitement. Et ça, on ne peut plus maintenant faire de grands états. On peut faire des états généraux, c'est prévu, je crois, mais les états généraux débouchent toujours sur des grandes déclarations, on ne sait pas ce qu'on fait. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui connaissent les problèmes de l'éducation, du service effectif. Comment on va faire? Ce qu'on a fait, c'était une fuite en avant. Créer de petites universités régionales qui ne sont pas des universités, mais qui sont des écoles supérieures. Et leur donner des moyens qui ne correspondent pas à ce qu'ils font. Alors là, ça diffère les problèmes de fond. Bon, je ne peux pas m'appesantir trop longuement sur cette question parce que c'est une question cruciale et compliquée. Et il va falloir sérieusement que l'équipe qui va venir puisse s'en occuper. D'accord. Parce que c'est... on parle des denrées, mais c'est le problème explosif. Parce que vous avez sur le marché scolaire et universitaire des milliers et des milliers d'étudiants et d'élèves. Très bien. Alors, en résumé donc, en définitive, qu'est-ce qui fera de Macky Sall un bon président de la République du Sénégal? Ben, écoutez, moi je crois qu'il a un atout. On s'est parlé 2 fois. Et je l'ai connu aussi quand il était Premier ministre, on s'est vu. C'est un homme qui est pondéré déjà, qui a l'écoute facile. Et ça, ce sont des atouts majeurs. Il a été ministre pendant longtemps et Premier ministre. Il faut qu'il ait avec lui une équipe qui ne tâtonne pas dès le départ. Parce qu'il faut connaître l'administration, comment ça marche. Il faut pouvoir se familiariser très rapidement avec les dossiers qui existent. Parce que, bon, maintenant pour les finances, vous avez même... N'importe quel citoyen peut accéder à ces documents. Vous cliquez sur le web, vous cliquez sur le site du ministère des Finances ou de l'agence de la statistique, on vous donne tous les détails. Vous avez tout. Donc vous pouvez être informé exactement de la situation, de la dette extérieure, de la dette intérieure, de toutes les questions qui sont posées au Sénégal. Oui. Et donc, là, à partir de là, c'est des choix qu'il faut faire, qu'il faut opérer. Il y a des choix qu'il faut opérer et puis rompre avec tous les travers du système de Abdoulaye Wade. Mais je crois qu'il est en mesure, en capacité de le faire. Mais pourvu qu'il n'ait pas un boulet politique qui l'empêche d'aller vite au fond des choses. Bien. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous étions avec le professeur Kader Boye, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien doyen de la faculté de droit également. Professeur Kader Boye est également ancien ambassadeur à l'UNESCO. Merci. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Point de vue.
hawta lillahi hajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuure Gunas so terɗe soɓe Madina Gounass hoɗi ko e nder diwan Kolda département Vélingara e nder arrondissement mo Bonkonto. So tawi kotoɓe ganni Madina Gounass hoɗi ko e falde Kantora laamino ɗum ko biyeteɗo Yero Dieynaba hawruno ko e laamu tubakoɓe e dow meɗen e ko ɓuri yajde Madina Gounass jeeya ko e nder pulfulde ndi ganduɗa ina ñiiɓi e ko wiyete fuladu ha yetti gaabu tawi ɗum ɗo foof noon koddigal leƴƴi ka e leyɗele kewɗe ina hen teska gila to leƴƴi fulɓe ha e leƴƴi mandinkoɓe eko nandi ɗum murabbi muraqi fahuwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno Gounass aminay nabiyin e almuɓim ɓe lomti ko tijani ɓuur e Gounass ala bal ko sharqan e garban fofof yaminan simalan e ɓuur e Gounass ɓe ceeɗi yaqinan hara wa suraya e mulkun e malkutu ngan koɗɗo Fass e jabruɗe lahuɗe ha hutu faw ɓe mbirni ɓe peeñi to ɓuur e Gounass Cheikh Hadj Mahamadou Seydi radiallahu taala ko jiyaɗo Allah mo ganduɗa Allah addi ɗum e oɗo zamanu ɗummiɗo ɗo seeɗa tawa woni fandare Allah e feñindemo ko ha heɓɓito kala ɗemnoɗo teɓɓitade goto e yimoɓe nde o natti nde kanko ceerno radiallahu taala anu ina yimamo noon ina wayamo donno ɗum ina woodi ko wiyete e arabiya marfiya gona e yimde neɗɗo taw gonɗa ko e woydemo caggal yaadu makko bojji ɗi no wona bojji yaltinde gonɗi de ala ko hollude neɗɗo o nde woni ɗo nde nafoore mum no foti ha joni nafoore nde ina hiddi kono tawde yimɓe natti yiide zaati muɗum e hoori mum ɗon on saaha ko ɗum woni bojji ɗi ɗin bojji noon ko mantude Allah saabu ko Allah adduno ko Allah nawti ko Allah wanno e makko ko wanno e makko ko ɗin bojji wona yaltinde gonɗi ala ko yettude Allah e ko Allah rokkuno on wi sona majja dokkal Allah rokkata yiɓɓe mum komo wondinakima yi ko joomen rokkuma an ronti golli ko rontina ha yimɓe ji moni fo wela jaaɓi noddira almuduma on woni ceerno Hadj Mahamadou Seydi radiallahu taala Cheikh Seydi El Hadji Mahamadou Seydi jeeya koye ɓen muhajiren ferɓe jaltingendi baaba ngam dandoyde diina mumen e felloyde jihad beele l'islam yetto kala leñol yettone kadi kala jogdu l'islam hono no yettiniri ɗum nulaɗo Allah ni sallllahu alayhi wa sallam yoga e mabɓe ɓamno ko fetelaji yoga e mabɓe joguino ko kuuɗi mumen kaye ɗereji kanko noon fetel makko ko ɗemgal makko wonno ɗemgal Allah teddugal ngal so wona kaɗaɗo mo haalanno foof kanko Suraju Din nani so jomum murtoyanine heeɓi Cheikh Seydi El Hadji Mouhamadou Seydi dawi koto wiyete cikkite e nder Fuutotoro o hoɗi windere nde koye hitande 1900 caggal jibinede Seydina Isa alayhi salatu wassalam caggal ɗum o abbi ngal